Entretien exceptionnel ce dimanche soir avec Thierry Breton. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes ancien commissaire européen au marché intérieur, un poste que vous avez occupé entre 2019 et 2024. Vous avez aussi été ministre français de l'économie. Je voudrais d'abord vous faire réagir, Thierry Breton, à ce discours très virulent prononcé ce week-end par le numéro 2 américain, J.D. Vance, à l'égard des Européens. On l'écoute. Pour l'Europe, la menace qui m'inquiète le plus n'est pas la Russie ni la Chine. Ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, ces valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul, je le crains. Combien de fois devrons-nous subir ces revers épouvantables avant de changer de cap et de donner une nouvelle direction à notre civilisation commune ? Voilà, des déclarations faites vendredi à la conférence de Munich sur la sécurité. Thierry Breton, d'abord, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à J.D. Vance ? Vous savez, je crois qu'il faut qu'on s'habitue désormais à ce type de propos. J'allais même dire, concernant certains d'entre eux, d'injures à notre égard. Voilà le vice-président des États-Unis qui s'adresse à l'une des plus anciennes, des plus vieilles démocraties du monde, dont il faut se souvenir que c'est elle qui a aidé à créer les États-Unis d'Amérique, tels qu'ils sont aujourd'hui, et en particulier la France. Imaginez un seul instant que nous ayons un responsable européen, chef d'État, chef de gouvernement, qui tienne le quart des propos qui viennent d'être tenus en visite à Boston ou à Washington. Vous imaginez le tollé que cela ferait? Donc je crois qu'il faut maintenant prendre beaucoup de recul sur tout cela. On rentre dans un monde qui est un monde nouveau, je le dis. Et je voudrais le dire à vos téléspectateurs ce soir. Ce qui s'est passé à Munich, ce qui s'est passé aussi avec l'ouverture de discussions entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le président russe, Vladimir Poutine, au-dessus de tout le monde, marque, hélas, un monde nouveau. Pour moi, il est d'égale importance à celui que nous avons connu lors de la chute du mur de Berlin. Vous dites un monde nouveau, Thierry Breton. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'alliance historique entre les États-Unis et les Européens, elle est remise en cause ? Nous sommes alliés dans le cadre de l'OTAN. Dans le cadre de l'OTAN... même cette alliance dans le cadre de l'OTAN, elle est en train de vaciller, elle se fragilise. Nous sommes alliés dans le cadre de l'OTAN. Dans le reste, nous sommes partenaires, et puis on est aussi rivaux commerciaux. Et il va falloir que l'Europe, très vite, je dis bien très vite, apprenne à faire cette distinction. Songez que ce qui unit les alliés dans le cadre de l'OTAN, c'est ce fameux article 5, qui dit que si l'un des membres de l'OTAN est attaqué, alors les autres vont venir à sa défense. Savez-vous combien de fois cet article a été exercé depuis que l'OTAN existe? Une seule fois. Et savez-vous par qui? Lorsque les États-Unis d'Amérique ont été attaqués le 11 septembre et qu'ils ont appelé à l'aide, au secours, l'ensemble des pays de l'OTAN, et nous sommes venus. C'est la seule fois que l'article 5 a été exercé, et paradoxe de l'histoire, par les États-Unis, pour qu'on vienne les défendre. Alors, n'oublions jamais cela. Alors maintenant, évidemment, on a un certain nombre d'individus qui viennent, bon, il faut les respecter. Moi, je respecte évidemment les institutions américaines. Le président Trump, évidemment, est élu, président des États-Unis, le vice-président. J'ai cru comprendre que c'était l'un des tout premiers voyages du vice-président en Europe, peut-être même le premier. Il en a profité pour aller visiter Notre-Dame, le tombeau de Napoléon, Dachau, qui faisait du peu à Munich, avec sa femme et ses enfants, c'est bien. Mais il faut aussi qu'ils comprennent ce qu'est notre démocratie. Mais pour nous, justement, c'est pas aux Européens de faire comprendre, de faire passer ce message. Il n'y a pas un manque de fermeté aujourd'hui de la part des Européens? Oui, alors, bien sûr, c'est à nous. Enfin, quand on vient dans un continent, on se renseigne un tout petit peu, plutôt que de proférer, je ne parle pas pour lui, enfin, beaucoup de fake news, beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges, y compris celui qu'il a encore redit,
que quelqu'un aurait dit, en l'occurrence moi-même, que nous avons utilisé l'Europe, le DSA, vous savez, cette fameuse régulation du numérique, pour aller invalider dont les vous avez élections. été l'un des Oui, pionniers. pour aller faire invalider les élections en Roumanie. C'est une erreur, c'est une faute, c'est une information totalement erronée. On ne cesse de le dire, mais continue à le proférer. Pour quelle raison? Eh bien, sans doute, voyez-vous, parce que aujourd'hui, il y a quelque part, et c'est dans ce sens que je dis que nous rentrons dans une ère nouvelle, il y a une alliance objective entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les deux veulent, il faut en être bien conscient, veulent affaiblir l'Europe. Et pour affaiblir l'Europe, il vaut mieux la diviser. Et pour la diviser, eh bien, il faut s'appuyer sur les partis d'extrême droite dont on sait que leur objectif est d'affaiblir, voire de tuer l'Europe telle qu'elle est. Donc ne nous étonnons pas que ce type de propos soit proféré. Et vous avez raison, à charge pour nous, désormais, très vite, de faire entendre notre voix, de dire ce que nous voulons et de rappeler qui nous sommes. Alors justement, qui pour porter cette voix européenne? On voit bien que depuis son retour au pouvoir, Donald Trump contourne Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission que vous connaissez bien. Il fait comme si elle n'existait pas. J.D. Vance, visiblement, fait la même chose. Est-ce que Ursula von der Leyen, elle a suffisamment de leadership pour faire face à un Donald Trump, selon vous? Il est clair que Madame von der Leyen était extrêmement proche de l'administration Biden, tout le monde le sait, et tout le monde sait également que tout ce qui a touché de près ou de loin à l'administration Biden n'est pas persona grata, c'est le moins qu'on puisse dire dans la nouvelle administration Trump. Donc voilà, c'est un fait. Mais bon. Elle a suffisamment de leadership, c'est ma question. Revenons-en à nos institutions. Nous avons 3 institutions, je le rappelle. Le Conseil européen, qui est présidé par Antonio Costa, qui représente les États, la Commission, qui est l'exécutif, avec la haute représentante, Kaja Kallas, l'ancienne première ministre d'Estonie, et puis le Parlement européen. Celui qui doit nous représenter dans ces discussions, c'est évidemment le président du Conseil européen, et c'est aussi évidemment la haute représentante, Madame Kaja Kallas. Alors on sait qu'elle est elle-même ciblée, si vous le permettez, par Vladimir Poutine, qu'il a désigné du reste comme personne à arrêter. Il l'a vraiment ciblée personnellement, alors qu'elle était première ministre d'Estonie. Elle est sur la liste des persona non grata. Donc on voit mal, précisément, Kaja Kallas pouvoir être acceptée comme négociatrice avec Vladimir Poutine. Donc voilà, je pense que celui qui est à même institutionnellement de nous représenter, c'est évidemment le président du Conseil. Maintenant, et donc pas la présidente de la Commission européenne. Mais ce sont des institutions. Donc il faut en rester plus que jamais à nos institutions, parce que c'est elles qui nous donneront la force et qui donneront la force à notre représentant. Encore une fois, c'est pas une question de personne, c'est une question d'institution. Maintenant, le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé, je trouve que c'est une bonne initiative, une très bonne initiative, de réunir demain à Paris un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement pour discuter. On ne sait toujours pas qui sont les présents, qui sont les absents. Cette initiative, elle n'arrive pas un peu tard? Vous avez raison. D'abord, on ne sait pas qui sera là. Moi, j'espère qu'ils viendront à haut niveau. Qu'elles viennent tard, mieux vaut tard que jamais. C'est sûr. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut en attendre de plus que la conférence de Munich qui s'achève aujourd'hui? Eh bien, pour moi, 2 choses, si vous le permettez. D'abord, affirmer qui sera notre représentant, qui parlera au nom de l'Europe, d'une seule voix, dans le cadre des négociations, si elles s'ouvrent, négociations de cessez-le-feu. Je crois qu'il vaut mieux parler de cessez-le-feu avant de parler de paix, parce que ça me semble prématuré. Si jamais nous décidons effectivement d'y aller, parce que voyez-vous, cette guerre qui a été voulue par Vladimir Poutine, il faut le rappeler, voulue par Vladimir Poutine, cette guerre d'agression, elle se passe sur notre territoire, elle se passe en Europe, sur notre continent. C'est une guerre évidemment extrêmement violente et elle nous concerne, nous Européens, bien entendu. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire que 2 antagonistes viennent comme ça discuter, 2 protagonistes viennent discuter sans l'Europe qui est concernée en premier chef, et surtout sans Volodymyr Zelensky, qui est évidemment celui qui doit négocier, discuter pour son pays. Alors on est dans une situation qui est un peu paradoxale. Donc je pense qu'il faut discuter de tout ça demain, on verra bien, affirmer notre union, affirmer notre solidarité, et puis aussi prendre acte du fait que dans l'Alliance Atlantique, qui réunit un nombre important des États membres évidemment, eh bien il faut désormais renforcer, qu'on le veuille ou non, notre pilier défense européenne,
Et j'allais dire... Ça veut dire produire, par exemple, plus d'armes européennes? Bien sûr, ça veut dire plus d'armes européennes, ça veut dire évidemment être autonome, puisqu'on voit bien que dans les logiques transactionnelles dans lesquelles nous entraîne aujourd'hui le président des États-Unis, il veut faire payer tout, y compris peut-être les dépendances, à l'Alliance, dont je rappelais il y a quelques instants qu'elle avait été bénéfique aux États-Unis, y compris, et je crois qu'il faut aussi qu'on en parle entre nous, dans la confidentialité que ce type de propos requiert, y compris dans la couverture ultime, le parapluie ultime, et je pense en particulier de la couverture nucléaire. Quand on a un voisin comme la Russie, il faut aussi que cette dimension soit abordée entre nous. On sait qu'aujourd'hui, pour 26 des 27 États membres, elle dépend uniquement, je dirais, de l'alliance de l'OTAN et donc, en dernier recours, des États-Unis. Nous, en France, on a la chance, grâce au général de Gaulle, d'être autonome. Il va falloir parler vraisemblablement, tout en veillant à ce que l'usage, évidemment, potentiel, évidemment, on n'en est pas là, et je le rassure nos téléspectateurs, mais restera toujours, éternellement, à la main française. Il n'en demeure pas moins que le président de la République a dit à plusieurs reprises, et ses prédécesseurs avec lui, que la dissuasion nucléaire française avait aussi une composante européenne. Peut-être est-il temps désormais, en supplément, en complément de la protection et de la couverture OTAN, est-il temps de parler désormais de ce que l'on entend, nous Français, par rapport à nos partenaires européens dans cette dimension-là. Je pense que quand je dis que c'est un moment historique qui s'ouvre devant nous, il va falloir aborder tous les problèmes pour accroître notre souveraineté, notre autonomie, y compris celui-ci. Justement, Thierry Breton, tout le monde est d'accord, tout le monde s'entend aujourd'hui sur le fait que l'Union européenne doit augmenter de façon massive ses capacités de défense. Très concrètement, dans quel délai est-ce que vous pensez que c'est possible? Je vous donne un exemple. Lorsque l'Ukraine nous a demandé des munitions, en particulier des munitions, des obus de calibre 155, et ils en voulaient 1 million minimum. J'étais moi-même à l'époque commissaire, donc en charge des affaires de défense, vous vous en souvenez, des industries de défense au sein de la Commission européenne. Et avec mes équipes, j'ai tout de suite pris mon bâton de pèlerin, si je puis dire, et j'ai vu toutes les usines européennes dans ce domaine. On a constaté qu'à l'époque, on fabriquait 600 000 par an de ces obus. On avait baissé beaucoup notre garde. Eh bien, en moins de 2 ans, 18 mois, on a pratiquement multiplié par 3 la capacité de production en Europe. Et ça continue massivement. Donc, si on s'en donne les moyens, on peut le faire. La pression américaine, elle est aussi économique, avec ces menaces d'augmentation des tarifs douaniers. Sur ce point, la réponse des Européens, elle doit être frontale vis-à-vis des Américains, ou il faut plutôt utiliser la diplomatie, essayer d'éviter l'escalade? Certainement pas la diplomatie, ça ne sert à rien. On l'a encore revu ce week-end. La diplomatie, on n'est plus dans ce monde-là. Si discussion commerciale il doit y avoir, celle-ci doit être uniquement commercial. On voit bien ce qui se passe dans la logique transactionnelle depuis maintenant 20 jours. Enfin, on a l'impression qu'on est dans cette nouvelle dynamique spirale, j'allais dire, depuis des mois. Non, ça fait que 20 jours que nous avons la nouvelle administration en place. Évidemment, on en tient compte, on le respecte par définition, dans le cadre des partenariats, parce que je rappelle quand même que l'Union européenne est le premier partenaire. On est un partenaire extraordinairement important des États-Unis d'Amérique. Si jamais on rentre dans des discussions commerciales de cette nature, c'est-à-dire augmentation des droits de douane, qu'on appelle tarif en anglais, eh bien, il faut rester dans ce cadre uniquement. Parce qu'on voit que dans les logiques transactionnelles dans lesquelles il est, par exemple, il augmente de 25% les droits de douane nuitamment au Mexique et au Canada. Et que prend-il comme prétexte ? C'est pas parce qu'il y a des problèmes économiques entre les deux. Ce serait du reste complètement idiot de le dire, parce que les chaînes de valeur sont tellement intégrées que ça va finalement pénaliser les États-Unis à la fin. Non, c'est pour obtenir autre chose à côté, c'est-à-dire un meilleur contrôle des migrants. Et là, on peut aller avec lui, évidemment, un contrôle de cette drogue terrible qu'est le fentanyl. Donc, on voit que derrière, il veut obtenir autre chose que les discussions purement commerciales. Cette autre chose, pour nous, il n'y a rien de négociable. Il faut qu'on le dise haut et clair.
Pour nous, l'intégrité territoriale européenne, Groenland et autres, ça ne se négocie pas. Notre patrimoine aujourd'hui démocratique... Des Européens. Thierry Breton, pardon de vous couper, je voudrais qu'on parle quand même, parce que c'est un sujet important, des ingérences politiques d'Elon Musk, notamment dans ces élections fédérales qui ont lieu dimanche prochain en Allemagne. On assiste effectivement depuis plusieurs semaines à ces interventions d'Elon Musk, notamment sur sa plateforme X, en soutien à l'extrême droite allemande, au parti AfD. Il y a un arsenal juridique européen justement pour réguler ces réseaux sociaux. Il ne fonctionne pas, cet arsenal? Alors, il y a effectivement un arsenal pour réguler ceux qui veulent utiliser une plateforme, un réseau social dit systémique en Europe. Les réseaux sociaux systémiques sont ceux qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs et X en fait partie. J'ai moi-même, du reste, rappelé ceci à Elon Musk à plusieurs reprises, y compris quand il avait voulu le faire avant les élections américaines, en disant voilà, on n'intervient absolument pas sur le contenu, mais si on utilise des plateformes qui sont régulées en Europe, il faut veiller, encore une fois, à ce que tout ce qui a été voté démocratiquement pour nos téléspectateurs, les lois dont on parle ont été votées à près de 90% par les députés européens. C'est du jamais vu dans notre histoire démocratique, 90%, et à l'unanimité des 27 États membres. Donc c'est notre socle démocratique. Et celui-là, notre socle démocratique, mais pour l'instant, Elon Musk continue de peser dans cette campagne électorale. Alors évidemment, derrière, qu'est-ce qu'on va contrôler? On contrôle l'accélération des algorithmes, la manipulation des algorithmes. Donc il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, comme vous le savez. J'espère qu'elles donneront bientôt leurs résultats, parce qu'effectivement, il peut y avoir, et si ces enquêtes ont été ouvertes, c'est qu'il y a des suspicions. Il faut savoir que les sanctions sont extrêmement lourdes. 6% du chiffre d'affaires total, c'est très important pour évidemment X et l'ensemble des entreprises qui sont autour, voire interdiction momentanée sur saisine d'un juge donc de la plateforme, le temps qu'on corrige les effets. Ces sanctions, elles existent. Donc il faut respecter la loi. Et lorsque, là encore, pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, certaines viennent nous faire la leçon en Europe, imaginez que nous, on aille dire qu'aux États-Unis, il y a des lois pour les entreprises qui ne nous plaisent pas? Mais enfin, dans quel monde on est? Ces lois sont faites pour être respectées, elles seront respectées par tout le monde, que ce soit des plateformes singapouriennes, chinoises, européennes ou américaines, sans discrimination, parce que ça ne ferait pas plaisir à un oligarque ou un multimilliardaire. Une dernière question, Thierry Breton, sur Elon Musk et son poids au sein de l'administration américaine, notamment avec ces licenciements massifs de fonctionnaires qui sont annoncés. Est-ce que ça vous inquiète qu'un homme non élu, qui n'a pas de mandat politique, ait un poids aussi important dans l'une des plus grandes démocraties au monde? C'est complètement inédit. C'est du jamais vu. Et ça veut dire quoi? Que la démocratie américaine est aujourd'hui en train de vaciller? La démocratie américaine, elle est faite de ce qu'on appelle les check and balances, c'est-à-dire qu'il y a toujours des contre-pouvoirs. Pour l'instant, il y a effectivement un effet de sidération, je le rappelais tout à l'heure, ça fait 20 jours. 20 jours que ceci est en place. Imaginez les dizaines de milliers de personnes qui sont, dans ce comme on dit, des civil servants. Dans civil servants, il y a servants. C'est-à-dire ceux qui ont choisi de servir l'État américain et qui se font jeter comme des malpropres, comme ça, par quelqu'un qui n'est ni élu, qui n'est pas passé par le Congrès pour être validé, qui a donc une légitimité qui peut être questionnable, mise en question, et qui tient une conférence de presse pour amadouer la dureté terrible, tragique de ses propos avec son fils pour finalement prendre ça ou donner un sentiment. Je laisse aux téléspectateurs le soin de le juger. Eh bien, le téléspectateur jugera. Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir répondu à nos questions. Ancien commissaire européen au marché intérieur et ancien ministre français de l'économie. Merci à vous.